Et on attendait, puis on était live quand même. Ben, c'est correct. C'est bon, ça. J'aimerais ça prendre du café. Malheureusement, j'ai une belle tasse qui est vide. C'est un problème, ça. On a finalement eu nos tasses de tech. On a nos tasses. Est-ce que je te fais un chin de café matin? Salut Martin. Salut Alec. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Une tasse de tech, épisode numéro 2. Merci de nous avoir regardés la semaine dernière. Merci beaucoup. Vraiment, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à autant de visionnement. Oui, effectivement. Ça nous permet d'apprendre plein de choses sur YouTube. Une chaîne YouTube, c'est quoi? Des choses comme ça qu'on n'a pas l'habitude nécessairement de gérer au quotidien. En tout cas, je n'avais pas l'habitude de faire ça avant. Alors, c'est le fun. Merci beaucoup. J'espère que vous allez continuer à nous regarder, même si je ne fais que bafouiller sur l'image. Martin Dufort, bonjour. On l'a dit tantôt. Merci. Je suis Alain Mécana. On vous accueille à Une tasse de tech, un podcast hebdomadaire dédié à la scène technologique montréalaise et beaucoup plus grande que ça aussi, parce qu'on va parler de plein de choses qui font bouger la planète techno au complet, finalement. Tout à fait. On a fait une chose de bien la semaine dernière. On a expliqué c'était quoi le podcast, mais on ne s'est pas super bien présenté. Non, effectivement, j'ai eu du feedback. Je dis, mais les gars, vous avez une bonne feuille de route. Pourquoi vous ne vous présentez pas? Je dis, oui, c'est vrai, on a peut-être oublié ça. Bon point. Alors, on va le faire dès maintenant. Je suis journaliste indépendant. En fait, j'écris pour le journal Les Affaires, en fait, le site web lesaffaires.com, où vous pouvez trouver le podcast parce qu'on le distribue de façon très large, en fait. On va aussi probablement se trouver sur Montreal Technology bientôt. Il y a Yann là-bas qui s'en occupe, là, fait qu'on finit par le convaincre. Notre invité de la semaine, Yann Jeffrey, tout à l'heure. Je suis aussi collaborateur pour la presse dans la section automobile. J'ai fait de l'automobile depuis 20 ans. Très longtemps. Je suis un vieux journaliste. J'ai d'ailleurs des cheveux blancs, là, c'est pas drôle la vie. Et je fais un paquet d'autres trucs comme ça. Bref, je suis la scène technologique et les gadgets et tout ce que vous voulez depuis une vingtaine d'années. Ça me permet d'avoir un certain background. Et je suis aussi la scène techno, les startups montréalaises depuis plus de 15 ans. Donc, c'est le fun parce que nous sommes ici au Café Osmo et à chaque fois que quelqu'un passe, même quand on est en direct, il envoie la main. Oui. On connaît un peu de monde, fait que ça nous permet de jaser avec des gens qui sont super intéressants et qui nous expliquent c'est quoi la techno, la scène techno montréalaise, concrètement. Et puis, vous allez avoir un exemple tantôt avec Yann. Mais on a aussi, puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on a Martin. Martin, je te laisse te présenter. Merci, juste merci. Rapidement, on prend des cafés ensemble depuis longtemps parce que Martin, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup la scène et qui m'a donné de l'information, je ne veux pas dire des scoops parce que là, je viens de brûler ma source, mais depuis le temps, vraiment des informations super intéressantes. Martin, tu connais pas mal tout le monde toi aussi. Là. Oui, effectivement. Moi, je suis dans la technologie depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé chez Ericsson à Montréal pendant presque 10 ans. J'ai fait une petite envolée aux États-Unis dans l'État du Colorado. Je suis revenu à Ottawa et après ça, j'ai fondé ma firme ici à Montréal qui s'appelait WearCloud. On faisait du développement pour applications mobiles pour iOS et Android. On a fait ça pendant 10 ans. On a fait plein de trucs pour Page Jaune, pour RDS et tout et tout. Et j'ai vendu en 2016. Puis là, maintenant, je suis consultant indépendant en mobilité. Voilà. Et je pars aussi un nouveau truc qui est un peu caché pour l'instant et je co-anime avec toi cette tasse de tech. Excellent. Ça te laisse du temps de faire du podcast, travailleur indépendant. Tout à fait. C'est excellent. Ça te laisse le temps aussi de recenser ce qui se passe dans le monde de la technologie. Oui. Il y avait un gros événement cette semaine à San Francisco, à San Jose en fait. On va en reparler tout à l'heure, la fameuse conférence des développeurs d'Apple. La conférence WWDC, oui. Il y avait aussi d'autres choses qui s'est passées en marge de ça. Et là, tu vas nous en parler un peu. Je te laisse partir avec un truc que je ne connaissais pas qui s'appelle ForwardX. Oui. C'est quoi ça, ForwardX? J'ai vu ça passer, cette nouvelle, puis je trouvais ça quand même intéressant. ForwardX Robotics, qui est une compagnie qui vient de lever 10 millions de dollars pour leur nouveau produit qu'ils veulent commercialiser. Puis c'est quoi leur produit? C'est une valise autonome qu'ils ont appelée Olvis. OK, Olvis. Olvis. Okay. Puis cette valise-là, elle est faite de polypropylène, fibre de carbone, mais elle te suit. Okay. C'est-à-dire que tu te promènes dans l'aéroport, puis il y a des technologies d'intelligence artificielle dans la valise. Et elle est capable de faire la reconnaissance d'image. Elle reconnaît le propriétaire, elle connaît son corps, son visage. Puis, à mesure que tu avances dans l'aéroport, elle te suit. La pile a une durée de 4 heures. Le seul bémol de ça, c'est que la valise pèse quand même 10 livres avec aucun vêtement dedans, rien du tout. Fait que je me disais, ouais, tu sais, on a quand même une limite de charge à l'aéroport, donc ça, c'est un peu intéressant. Est-ce qu'elle cadre dans le fameux... Non, c'est une grosse valise, donc c'est pas une petite qui rentre en... Fait qu'il faut l'enregistrer en plus. Il faut l'enregistrer en plus. Elle ne suit pas super long, elle nous suit jusqu'au comptoir, puis elle disparaît. Tout à fait.
C'est pas entièrement à point. Donc, tu sais, bon, je sais pas si moi, ça me prend absolument une valise qui me suit à l'aéroport. Je pense que je suis capable de traîner ma valise. Puis, juste des roues assez solides pour que ça dure plus qu'un an. Ça tout à fait. Puis la compagnie, ce qui est drôle, c'est que la compagnie Fordex dit, ben lorsque vous arrivez aux escalateurs, ben passez en mode manuel parce qu'on n'a pas encore réussi. Il n'y a pas de petites pattes qui grimpent. Non, il n'y a pas de petites pattes qui montent. On n'est pas au point là-dessus. Donc, ils commercialisent ça d'ici la fin de l'année. Le coût, je pense, je t'ai étudié le coût, je pense que c'était comme 500 $. 500 $, bon. Ils ont 10 millions pour faire baisser le prix et la rendre plus intéressante. Ouais. Ça fait quand même des belles vidéos sur YouTube. Il n'y a pas juste eux qui font des trucs comme ça. On a vu des concepts. C'est vrai, c'est vrai. Grosse nouvelle, lundi matin, c'est tombé comme une tonne de cash. En fait, comme 7,5 milliards de dollars US. Ouais. C'est Microsoft qui a racheté GitHub, qui est une plateforme ouverte pour développeurs qui veulent publier leur création. Exact. Et là, bon, bonne nouvelle, pas bonne nouvelle. Des gens sont contents, des gens sont pas contents. Il y a des gens, là, maintenant, l'exode est commencé parce que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Tout à fait. Donc, Microsoft, on en a parlé vendredi passé, leur valeur boursière qui montait et tout, ont mis la main, effectivement, sur la plateforme de collaboration de développement GitHub. Comme tu disais, Alain, pour 7,5 milliards de dollars. C'est quoi GitHub? C'est une plateforme qui permet à des développeurs un peu partout dans le monde de partager du code, faire du développement en mode collaboratif et tout. Ils ont 28 millions de développeurs enregistrés sur cette plateforme-là. Wow. Donc, il y a énormément de personnes qui travaillent et qui reposent vraiment l'ensemble de leur activité de production sur la plateforme GitHub. Mais ils avaient aussi les poches profondes parce qu'ils ont reçu en financement avant d'être achetés. Ils avaient aussi 300 millions de dollars en financement. Donc, ils avaient les moyens de pousser leurs produits plus loin. Tout à fait. Mais ils n'ont jamais vraiment réussi à le faire. C'est un peu ça qui est arrivé. Bien, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis là, on voit surtout que depuis cette annonce-là, les concurrents vraiment prennent de l'envol. Il y a un de ces concurrents-là qui s'appelle GitLab. Puis GitLab a envoyé il a même mis un mot-clip sur Twitter qui est Migration to GitLab. Il y a une grosse traînée de personnes qui commencent à migrer. Puis les derniers événements, c'est qu'ils avaient importé comme 125 000 projets de GitHub à GitLab. Donc, c'est quand même assez incroyable. Ouais, ça va être le fun de voir ce que Microsoft va faire pour renverser peut-être un peu. Parce que, évidemment, Microsoft traîne une réputation depuis toujours de ne pas être super fin avec les gens d'open source. Mais ils font des efforts depuis au moins 10 ans pour essayer de rentrer dans ce marché-là. Ça va être le fun de voir ce que ça va donner. Puis on va suivre la suite, évidemment. Mais pour le CEO, Satya Nadella, depuis qu'il est arrivé en poche chez Microsoft, c'est une des grosses transactions. On se rappelle de LinkedIn l'année passée au coût de 25 milliards. Puis aussi, ils avaient acquis en 2014 Minecraft, de la compagnie Mojang, pour 2,5 milliards. Fait que là, on ne sait pas trop ce qui arrive avec ça, mais il y a beaucoup d'acquisitions depuis que le CEO est en place. Pas juste ça, c'est qu'ils vont aussi... en fait, ils n'ont pas eu que des succès. Mais en fait, c'était avant Satya Nadella, mais Nokia, c'est un exemple d'échec. Ils ont quelques-uns, on va voir ça va les mener où. Oui. Parlant d'acquisition, d'argent, de fonds, de financement, de ces choses-là, il y a un fonds à Montréal qui s'appelle White Star Capital qui vient de lever des sous pour avoir une deuxième ronde, pour avoir un deuxième fonds, en fait. Des gros montants, là. Oui, bien, White Star qui vient de réunir 230 millions pour leur deuxième fonds. Quand même. Ils sont ici à Montréal. Ils ont investi dans des firmes canadiennes, dont Dialogue ici à Montréal, Gymtrack à Ottawa. Puis on a parlé la semaine passée, sans savoir qu'ils avaient levé un fonds, on a parlé de la compagnie française Klaxoon, qui a aussi été financée par White Star. Voilà. Donc, White Star annonce qu'ils veulent investir dans au moins une vingtaine de firmes avec des investissements initiaux entre 1 et 6 millions. Si on fait la mathématique, 20 firmes, 6 millions, ça fait 120 millions. Donc, il reste aussi de l'argent pour faire du réinvestissement dans les premières compagnies de portfolio. Mais c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème montréalais. Encore un nouveau fonds disponible pour les entrepreneurs. C'est intéressant parce que ce qu'on voit depuis, puis ça fait quand même quelques années, c'est qu'il y a de l'argent dans le marché pour les gens qui veulent partir des entreprises, partir des projets. Évidemment, puis on en a parlé aussi avec OM Signal la semaine dernière. La question de la commercialisation maintenant est de plus en plus cruciale. Puis c'est peut-être ça qui va être l'enjeu dans les prochaines années, parce que l'argent, il y a l'air d'en avoir beaucoup dans le marché. Il y en a beaucoup. Puis les sommes sont de plus en plus colossales. Fait qu'on va voir ça nous mène où. Un autre petit projet, ça m'intéresse tout particulièrement parce que c'est un sujet très. C'est pour ça que je l'ai sorti d'ailleurs. Merci. Il y a une nouvelle application qui s'appelle Noto. N-Auto, je ne sais pas comment ça se prononce vraiment. Ouais, c'est peut-être Noto. Pour aider à combattre la distraction au volant. Mais en réalité, c'est pas une application, c'est un appareil. Oh, c'est un appareil. C'est un appareil que tu fixes à ton rétroviseur. Alors, Noto vient de. J'ai vu ça passer, je dis tiens, ça va intéresser Alain. C'est un appareil que tu fixes à ton rétroviseur qui contient une double caméra. Et cette double caméra-là est capable de détecter si tu as les yeux sur la route ou si tu es distrait par ton téléphone ou si tu es en train de chercher de la monnaie dans ton coffre à gants. Et elle va émettre des notifications disant « il faut que tu gardes les yeux sur la route, tu n'as pas d'affaire à texter sur ton téléphone pendant que tu conduis. »
Donc, ils viennent de sortir ça. Donc, comme je te disais, caméra double qui est capable de regarder la route et regarder le conducteur. Ah oui. Et aussi de t'avertir que, écoute, tu es trop proche de la voiture en avant, là, il faudrait peut-être que tu mettes un peu le frein, intéressant. Bien, donc, Noto, c'est une firme qui commercialise des produits pour les véhicules autonomes. Là. Donc, ils ont tenté de faire ça. C'est une bonne idée de faire ça, de sortir ça de la voiture et d'en faire comme une espèce d'accessoire dans lequel on peut brancher sur n'importe quelle voiture. Exact. C'est pas une mauvaise idée. Fait que coût d'acquisition, 500 US. Et avec ça, ce que j'ai lu dans l'article, c'est un peu bizarre, c'est qu'il y avait un abonnement mensuel de 40 pour le service. Alors, je ne sais pas si c'est connecté de façon infonuagique. Je ne sais pas pourquoi que ce frais-là de 40 il faudrait investiguer. On peut imaginer, oui, effectivement. Je me rappelle, il y a quelques années, je pense que c'était évidemment plus une blague qu'autre chose, mais Toyota avait un système pour la distraction, en fait, pour la somnolence au volant, parce que souvent, c'était un peu ça aussi. Oui. Et puis, ils avaient mis, c'était un petit tuyau qui était installé sur le volant, il projetait un petit jet d'eau. Quand les gens commençaient à être distraits, c'est comme petit jet d'eau. Hey, regarde en avant. Des fois, il y a des applications comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être qu'il y aurait une interconnexion avec la valise, puis là, les valises pourraient suivre ta voiture, ou je ne sais pas trop quoi. Et d'ailleurs, la voiture pourrait nous suivre jusqu'à l'aéroport. C'est ça, exactement. Tu n'oublieras pas tes valises, finalement. On verra bien. Cette semaine à San Francisco, en plus de San Jose, de l'événement d'Apple à San Jose, mais un petit peu plus haut, donc à San Francisco, Sonos, qui fabrique des enceintes de plus en plus connectées, en fait, ont dévoilé la Soundbar, qui est une barre de son. Je ne sais pas se traduire autrement, mais c'est vraiment une espèce d'enceinte qu'on installe sous un téléviseur, qui s'appelle la Beam, qui a une particularité assez le fun, c'est qu'elle peut, comme elle est compatible avec AirPlay 2, le service de transmission là, de son d'Apple, en fin de compte, elle peut maintenant elle peut servir en fait pour commander Alexa, qui est déjà intégré dans les produits Sonos, l'assistant Google, qui est aussi intégré, et maintenant Siri. Donc, c'est une espèce d'enceinte pour salon, pour cinéma maison, qui va pouvoir contrôler les 3 commandes vocales, donc celles que vous avez chez vous. Je pense que Sonos est en train de s'installer une espèce de joueur multiplateforme là, dans ce créneau-là. C'est un créneau hyper émergent. De toute façon, c'est pas encore tout le monde qui a acheté une enceinte connectée. Mais ça s'en vient. D'ailleurs, il va en avoir beaucoup plus d'enceintes. Il va en avoir beaucoup plus. Sonos, c'était déjà un joueur assez connu, mais un très gros joueur, Ikea, s'associe avec Sonos pour faire ses propres enceintes. Oui, en réalité, Alain, le partenariat entre Sonos et Ikea avait été annoncé en décembre dernier. On se demandait ça s'en allait où, c'était quoi la direction. Puis là, on vient d'avoir une information comme quoi Ikea et l'association avec Sonos vont bâtir des enceintes connectées sans fil. Et évidemment, moi, ce que j'aime chez Ikea, c'est vraiment leur façon de nommer les produits. Alors, cette nouvelle gamme d'enceintes-là va s'appeler Symfonisk. Ah bon! Qui, pour moi, est quand même assez intéressant. Oui, c'est ça. C'est mieux qu'un mot qu'on ne peut pas prononcer vraiment. Tout à fait. Comme ils ont souvent l'habitude de faire. Alors, ça, c'est intéressant. Puis là, comme on connaît Ikea, il va y avoir plein d'accessoires pour pouvoir l'attacher dans ta cuisine, sur tes meubles télé et tout et tout. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le coût de cette enceinte-là qui va être très abordable, connaissant Ikea, avec un prix d'entrée d'environ 150 $. Oh, c'est quand même bien. Ils font une grosse initiative dans l'électronique. Ikea, ça s'en vient comme un joueur d'électronique parce qu'ils ont aussi des ampoules connectées. Ils ont un paquet d'accessoires pour la maison. Oui. Là, ils s'équipent d'une enceinte. Est-ce qu'on va voir bientôt la commande vocale Ikea? Il va falloir lui trouver un nom. Mais ça pourrait être aussi quelque chose qu'ils pourraient faire éventuellement. Aller jusque-là dans l'intégration de l'électronique et de la technologie. C'est sûr qu'Ikea, c'est toujours un gros joueur, peu importe dans le quoi il débarque. Ça va être intéressant de suivre la suite. Puis surtout, au niveau de la diffusion du marché, là, Ikea, il y a beaucoup d'emplacements de vente et tout. Fait que les gens qui achètent un meuble télé, ben, ils vont peut-être acheter un Symfonisk en même temps. Donc, la pénétration au niveau de ce marché-là est intéressante. Absolument. On va voir ça. En tout cas, j'imagine qu'il va en avoir à Montréal bientôt aussi, dans les Ikea, ici à Montréal, à Boucherville et à Québec. Fait que Ikea, si vous nous écoutez, envoyez-nous-en un, on va le tester pour vous. Envoyez-en 2! 2! Ça va être encore mieux. D'ailleurs, bientôt, on va avoir un téléviseur derrière pour pouvoir projeter du visuel. Fait qu'on pourrait avoir une barre de son pour cette télé. Ah, peut-être une barre de son, oui. Cool. Ben merci, Martin. Ben merci à toi, oui. On va faire quelque chose d'assez intéressant. On va faire un unboxing en direct, les amis. J'ai un gadget et je vais vous le présenter. Je vais aller le chercher, il est juste là. On parle de maison connectée, justement. C'est le Blind Engine d'une compagnie qui s'appelle Brunt. C'est pas quelque chose que vous connaissez probablement parce que c'est un produit qui a été lancé, comme la plupart des nouveaux produits, sur Kickstarter il y a, je vais dire, 1 an. Et comme tous les produits sur Kickstarter, c'est supposé être lancé il y a genre 1 an, moins 3 semaines. Mais ça a pris le temps que ça a pris. Et puis là, ben, on est rendu avec cet appareil-là qui finalement est en marché pour, je vais dire, 120 $ canadiens. Et puis, mais Alain, Blind Engine, c'est-tu l'engin pour les aveugles? C'est quoi? J'y arrive. En fait, on parle beaucoup de gadgets connectés, on parle de maisons connectées. Vous savez, avec Alexa, avec Siri, ces choses-là, il y a beaucoup de cette volonté d'automatiser la maison au sens très large, en voulant dire, bon, tu sais, Siri,
Je me lève et là, les lumières s'allument, les rideaux se lèvent, la porte se déverrouille, des choses comme ça, le frigo s'ouvre, je sais pas, les toasts se mettent dans le grille-pain tout seul. Il y a un appareil là-dedans qui est vraiment difficile à trouver et hyper coûteux. C'est le fameux rideau, le star motorisé. Donc, le star qui se lève, comme dans, on voit souvent dans les films, ça fait très science-fiction. Là, on se réveille et les stars se lèvent tout seuls. Les stars se lèvent tout seuls. La maison vous souhaite un bon matin. Les lumières se tamisent. Bon matin, Martin. Tu fais de beaux rêves. Bon, ben ces stars-là, ça coûte une fortune. Et puis, ce qui est intéressant avec cet appareil-là, c'est que justement, eux, ils le vendent à 120 $ et ça permet d'automatiser, en fait, 1 ou 2 stars par petit bidule, donc ça fait vraiment du beau travail. Vous savez, moi, l'idée, c'est d'essayer ça dans une fenêtre en B, une bay window, pour voir s'il y a moyen d'arranger ça dans le salon pour... en fait, le problème à la maison, c'est que le soleil, quand il descend, il arrive et il plombe directement dans le salon, puis il fait très chaud. Donc, c'est une façon aussi de sauver des sous au niveau de la climatisation. Unboxing, donc je vais vous l'ouvrir de ce pas. Puis pendant que tu fais ça, c'est disponible où, Alain? C'est en ligne, hein, brunt.co. Le com n'est plus à la mode, on parle désormais de .co. Alors là, j'ai enlevé la pochette, je l'ouvre, je vous le présente. Ouh, vous voulez qu'on le sorte? Je ne sais pas si vous le voyez, on va le sortir. Et voilà, c'est pas très gros, c'est pas très compliqué. C'est un appareil qui s'installe, vous voyez, il y a des boutons ici, fait qu'on peut le commander manuellement, évidemment. On le branche dans l'alimentation et ça nous permet d'activer les fonctions évoluées, en fait. Ce que ça prend, et c'est drôle, j'ai découvert ça en achetant le bidule, c'est que si vous allez chez Ikea et vous dites je veux absolument des stars avec la cordelette, la petite cordelette à billes pour l'activer. Ikea ne vend plus de ces stars-là parce qu'ils se sont dit que c'est dangereux pour les enfants, ils peuvent se prendre à la gorge, ça peut évidemment provoquer des accidents très graves. Donc, bonne chance de trouver les bons stars qui fonctionnent avec ça, mais évidemment, ça existe ailleurs que chez Ikea. C'est fou, Ikea, c'est vraiment le sujet de la semaine. Mais une fois qu'on a installé ça, on peut le coller sur une paroi de la fenêtre, on peut le visser. Si jamais vous faites des trous dans vos fenêtres, vous pouvez le faire. Et puis, on glisse la cordelette ici et puis on le connecte évidemment à son réseau Wi-Fi. Et à partir de là, les développeurs derrière le produit sont très dynamiques. Ils ont une application qui est mise à jour régulièrement et qui intègre les commandes vocales, justement, dont on parlait au début, Siri. Même Siri, je devrais dire, parce que HomeKit, c'est pas la plus accessible des plateformes. Alexa, donc d'Amazon, et l'assistant Google, qui est en français. Je veux juste le souligner encore, parce que c'est peut-être le plus fonctionnel des trois. Et en plus, on peut lui parler en français, ce qui est super agréable. Et à partir de là, on peut régler différentes choses. On peut demander sur le pouce là, de monter, de baisser les rideaux. On peut créer une minuterie. Et la partie le fun de ça, en tout cas pour moi, et peut-être pour bien des gens, c'est qu'on peut le programmer pour réagir au soleil. Donc si le soleil se lève ou si le soleil se couche, plus ou moins 15 minutes, 1 heure, le temps qu'on veut, on peut lui dire, bon, ben à ce moment-là, tu actives l'appareil, tu lèves ou tu baisses le rideau selon le besoin. Et puis ça permet de créer... C'est vraiment des automatismes comme ça donne vie vraiment, ça donne vraiment une personnalité à la maison. Puis c'est ça qui est l'intérêt d'une maison connectée, c'est que ça nous mène, ça nous donne le goût d'en faire plus. Fait qu'une fois qu'on a le Star, qui est vraiment, à mon avis, plus intéressant qu'une ampoule connectée, on a quelque chose de le fun. À partir de là, ben c'est à vous de voir si vous voulez évidemment voir le commande vocale et toute la notion de vie privée qui vient avec ça, parce que c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les données, mais c'est sûr que, par exemple, Google va collecter ça pour ses besoins personnels, ses besoins publicitaires. Donc, c'est pas impossible que vous, tout d'un coup, là, vous receviez des publicités sur des stars et des rideaux parce que vous avez un appareil comme celui-là. Mais pour 120 $, en tout cas, si vous aimez le concept de la maison connectée, c'est définitivement là, une option abordable, disons, pour ajouter un accessoire qui n'est pas évident à trouver. Parce que de toute façon, des ampoules, il y en a partout. Des enseignes connectées, c'est rendu assez courant. Donc ça, c'est l'étape suivante. J'accueille notre invité de la semaine. Hein, on vient de passer d'un segment à un autre de façon très subtile. Yann Jeffrey, d'une compagnie qui s'appelle, une start-up en fait, qui s'appelle Breathe Life. J'ai fait un lapsus la semaine dernière, j'ai dit Yann Jeffrey de Thunder Fuel parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est quand tu es arrivé ici à Montréal avec Thunder Fuel. Ça fait quand même quelques années. Ah oui, puis c'est drôle, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais tu étais le premier journaliste montréalais à écrire sur Thunder Fuel. Ah oui, bon, tu vois. Moi, je m'en rappelle de ça. Excellent. J'espère que tu t'en rappelles pour les bonnes raisons. Oui, pour les bonnes raisons. Excellent. Ouais. En tout cas, bonjour, excuse-moi, on a parlé ça un peu à l'envers. Ouais. Donc, Yann Jeffrey, Breathe Life. Comment on passe de Thunder Fuel à Breathe Life? Explique-moi ça. Bien, en fait, ça remonte à très, très loin dans ma vie. Mm-hmm. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 10 ans. Ah oui, OK. Ouais, wow. J'ai commencé ma première business à cet âge-là. Mais ma première business en tech, c'était en 2006 à San Francisco. OK. Puis j'ai passé 4 ans là-bas, on a levé énormément de capital, on a éventuellement vendu la compagnie à une compagnie publique. Puis à ce moment-là, je suis revenu à Montréal pour des raisons familiales principalement. Mon premier enfant est né là-bas.
Puis ma femme, elle vient d'ici aussi. Puis, en tout cas, c'était difficile d'être si loin de la famille. Oui. Quand je suis revenu à Montréal, moi, je pensais qu'il n'y en avait pas d'écosystème tech. Tu sais, dans ma tête, je m'en venais ici, puis j'allais aller travailler pour une grosse corporation, puis que j'allais comme cacher mon... Tu sais, my entrepreneurial side was gonna die. Mais rapidement, j'ai rencontré Mark McLeod, puis éventuellement John Stokes. Oui. Eux, ils m'ont parlé qu'ils voulaient faire un accélérateur, puis ça allait s'appeler Founder Fuel, mais ils cherchaient quelqu'un pour prendre le projet, puis le lancer, tout ça. Fait que tout de suite, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Puis je me suis joint à Real, puis j'ai lancé le programme avec eux. Fait que puis pendant 3 ans, dans le fond, j'ai aidé des entrepreneurs à bâtir leur business. Ah oui, voilà. Puis j'ai fait à peu près entre 50 et 60 investissements, je ne me rappelle plus trop exactement. Mais en faisant ça, ma grande motivation, c'était de montrer à la planète Terre que c'était possible de bâtir des entreprises ici à Montréal, qu'on n'était pas obligé d'être à Silicon Valley. Puis en aidant les entrepreneurs, puis tu sais, mettons, j'investis dans ta compagnie, tu sais, ultimement, en tant qu'investisseur, tu peux influencer, mais tu n'es pas un décideur. Tu sais. Puis après 3 ans d'aider des entrepreneurs à bâtir leur propre business, je me suis comme tanné. Tu sais. Fait que là, je me suis joint à Password Box. Fait que j'avais rencontré, moi, Daniel Robichaud, quand j'avais peut-être 18 ans dans un party au Lac-Mégantic. Puis on avait comme oublié qu'on se connaissait. Puis à un moment donné, de faire en aiguille, on s'est rendu compte qu'on se connaissait depuis longtemps. Dan Robichaud, qui était animateur à la radio, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, nous, la première fois, ça fait vraiment longtemps, à Cool FM. Oui. Je vous invite à googler ça, ça n'existe plus. Je savais pas que t'étais là, toi. C'est 98.5. Ah oui. C'était à l'époque, c'était la même compagnie qui avait C'est quoi FM dans Verdun, dans une espèce de triplex converti, c'était fou. Oui, je suis allé dans un studio là-bas. Ah oui, c'est fou, mais tu sais, tout mène à tout, parce qu'aujourd'hui, Dan Robichaud, c'est un entrepreneur en série, là, il a fait fortune. D'ailleurs, ici, le Café Osmo existe grâce à sa fondation. C'est quand même le monde, tu sais. C'est drôle. Possible. Non, c'est quand même cocasse. Quand je bâtissais mes petites business à l'âge de 10 ans, 12 ans, tout ça, moi, je voulais être animateur de radio. Ah ouais, en plus, bon, tu vois. quand même drôle à J'ai été animateur à Radio Rive-Sud, toute la patente. Wow! Puis là, tu as rencontré Daniel, puis c'est lui qui t'a aidé à... Ben lui, en fait, là, j'ai dit, quand il a levé son financement, sa série A, j'étais déjà dans le mindset de vouloir faire autre chose, puis j'aimais beaucoup ce qu'il faisait, j'haïs les passwords. Quand ils ont annoncé qu'ils avaient eu leur série A, j'ai envoyé un email, j'ai dit, "Are you looking for a CMO?" Oui. And he replied, "LOL." I said, "No, I'm serious." He's like, "Let's talk." Puis là, ça... Fait que je me suis joint à Password Box. Et puis, on a fait ça pendant... excuse-moi, peut-être 1 an après que je me suis joint, on a vendu à Intel. Ouais. Éventuellement, je suis devenu DG de ce business-là chez Intel. OK. C'est comment ça? Est-ce que tu peux nous parler un peu? C'est comment chez Intel? Oui, c'était vraiment particulier parce que, tu sais, nous autres, on était comme une quarantaine quand on s'est fait acheter. On a joint une équipe qui avait une 20aine de personnes en Californie puis une 20aine de personnes en Argentine. Eux, ils avaient fait toutes sortes de trucs de back-end, de nouvelles technologies avec la reconnaissance faciale. Ils voulaient aller beaucoup fort dans la sécurité, en fait. C'est vraiment ça le truc il y a quelques années. Puis il n'y avait pas de front-end pour tout ça. Puis nous autres, on arrivait avec un peu comme le missing piece, tu sais. Nous autres, on est rentrés là comme hungry à l'os, on fonce, on est comme 40 jeunes entrepreneurs, tu sais. Puis les autres étaient comme très corporate et tout ça. Fait que ça a été toute une aventure, l'intégration et tout ça. Malgré tout, on a lancé un produit qui est fantastique, qui marche encore très, très bien. Mais on a réinventé le produit. Dans le fond, on a mis Password Box de côté, puis on a lancé TrueKey. Je l'utilise encore aujourd'hui, ça va super bien. Comment ça s'appelle? TrueKey. TrueKey, OK. Ouais. Ah oui, chez Intel, oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Puis là, on a fait vraiment des affaires intéressantes. On a Marc-Antoine, qui était co-founder de Password Box, a bâti une équipe de data incroyable. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on a fait. Il y avait besoin, c'est clair, dans la gestion du mot de passe. Oui, c'est ça. Puis après quelques années, Intel a vendu le groupe McAfee à un private equity firm. Oui. Puis nous, on faisait partie de l'unité McAfee, qui était la partie software d'Intel. Fait que ça, éventuellement, ça l'a mené à... Évidemment, c'est un private equity firm, so new mission, new vision, new everything, new strategy. Fait qu'éventuellement, ils ont décidé que le produit était mature et qu'ils ne voulaient pas investir dans le produit sur lequel on... Dans le fond, rendu là, j'étais le DG de la business. Puis, fait qu'ils m'ont appelé un matin du mois d'août. Ils m'ont dit, "Listen, we're shutting down the operation." Fait que là, toute mon équipe à Montréal, on était 80 gone. OK. On a eu 3 mois pour... nouvelle, quand même. Ouais, ça m'a rendu malade, en fait. J'ai eu comment t'appelles ça? Shingles. Shingles? Shingles. Non, je ne connais pas. En français, c'est une vague à l'âme? Non, c'est le... En tout cas,
Tu as des plaques. Ah oui, OK. En tout cas, j'ai vraiment le stress physiologique. Là. Ouais. Stress soudain et la responsabilité que j'avais de 80 personnes, c'est vraiment venu me chercher. Puis je suis tombé malade pendant une semaine. C'était Zona. Ah oui? Ah oui, OK. Typiquement, c'est des vieux qui ont ça, même si j'ai 40 ans. Mais ça m'a vraiment affecté. Puis l'important là-dedans, c'est que pendant 3 mois, dans le fond, il fallait que je shut down la compagnie. Puis pendant ce temps-là, je faisais ma réflexion puis j'arrive à la réponse de ta question, mais qu'est-ce que je voulais faire? Ma question, ça fait... C'est ça. J'arrive à qu'est-ce que je voulais faire. Je savais que je devais repartir quelque chose à nouveau. Puis je savais que je voulais faire de quoi que le timing était bon, parce que Rabar en Californie, c'était la bonne idée, mais c'était pas le bon temps. Way too early. Je voulais faire quelque chose qui avait une transaction financière, qui avait un vrai business model. Puis finalement, je voulais faire de quoi qui avait un impact, qui avait un vrai impact. Okay. Puis là, François Lafortune, qui est le CEO de Diagramme, m'a approché à ce moment-là, puis ils m'ont dit, tu sais, on a une idée de faire un business dans le domaine de l'assurance-vie. Puis Daniel Robichaud m'a parlé de toi beaucoup, blablabla, puis on pense que ça serait peut-être une belle opportunité. Fait que là, Diagramme, c'est un fonds, alors? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Fait que Diagramme, c'est un fonds d'investissement de capital de risque / incubateur. OK. Fait que c'est un fonds de 35 millions. La moitié de cet argent-là vient de PowerCorp. L'autre moitié vient d'une cinquantaine d'anges partout en Amérique du Nord. Donc, PowerCorp, c'est le bras plus, j'imagine, assurance. Oui, assurance, santé. Ils ont beaucoup de choses. En fait, ils sont même dans Adidas. Là, fait que c'est très éparpillé. Mais Diagramme veut lancer des business dans le FinTech, InsurTech, HealthTech. Puis eux, leur modèle, c'est qu'ils ont une équipe d'innovation à l'interne qui travaille sur des idées sur lesquelles ils pensent qu'ils peuvent amener de la valeur. Puis quand il y a une idée qui a du vrai potentiel, là, ils décident de faire un investissement, puis là, ils décident de trouver un entrepreneur d'expérience qui a eu du succès, puis ils offrent la business essentiellement à cette personne-là, puis ils prennent une partie de la compagnie, évidemment. Puis cette personne-là, dans ce cas-ci, c'était moi. Donc, je suis parti avec l'idée, puis j'avais une série de différentes choses que je devais accomplir pour to trigger la première ronde d'investissement. Fait que je suis parti avec ça, je me suis trouvé 3 co-founders. Sébastien Malherbe, qui était VP produit chez Password Box. Fait que ça faisait 5 ans qu'on se connaissait. On a récupéré un, ben oui. Ouais. Jean-Nicolas Hull, qui était Head of Growth chez Password Box, que j'ai ramené avec moi aussi. Puis le troisième, c'est Arash Tupani, qui est un Montréalais, mais qui a passé les 8 dernières années à New York. Il a bâti 3 grosses entreprises là-bas, qui est notre Head of Engineering. Donc, une masse critique de gens qui connaissent, ils savent comment partir une entreprise. C'est ça. Pour moi, c'était vraiment important que l'équipe de co-founders soit vraiment des gens d'expérience, qui ont eu du succès, matures, puis qui se lancent pour les bonnes raisons, pas parce que c'est cool d'être entrepreneur. Fait que donc, Breathe Life, ce que ça s'appelle, donc en français, Respire la vie. Est-ce qu'il y a un lien avec la vie? C'est dans les assurances? C'est dans l'assurance. Fait que we say that we deliver peace of mind. Ah oui, OK. Right? De quelle façon? So, nous, on croit qu'on a une grande responsabilité to make sure that our loved ones are secure financially, right? So the problem is that most people don't know that life insurance is very important for your loved ones, right? And there's a massive amount of people that don't have life insurance. Donc on parle d'assurance vie. D'assurance vie. Et le problème, c'est que surtout dans des familles aux États-Unis où souvent il y a juste un revenu dans la famille, si la personne qui fait le salaire, qui paye les bills, meurt, qui n'a pas d'assurance, bien, ça crée un problème très grave dans la famille. Il n'y a pas de couverture ensuite. Il faut prendre la relais, c'est pas toujours évident. Exact. Puis dans le marché en ce moment, ce qui se passe, c'est que le modèle de distribution n'a pas changé depuis 100 ans. Fait qu'il y a 44 des maisons aux États-Unis qui n'ont pas d'assurance vie. La raison qu'ils n'ont pas d'assurance vie, c'est que les brokers, eux, les brokers travaillent, ils font une commission, right? Puis s'ils approchent un client qui a besoin de, mettons, 500 000 en assurance vie, le modèle de compensation est vraiment... ils ne font pas beaucoup d'argent avec ça. Right? Fait que ce qui se passe, c'est que there's a massive amount of people that are in that middle class that have no life insurance. Sans couverture, because the brokers focus sur ceux qui ont beaucoup d'argent. Parce que c'est pas payant pour eux d'aller dans ce créneau-là. Exactement. Ah oui, OK. Donc le modèle est mal fait. Fait que le modèle est complètement désuet. Puis nous, ce qu'on pense, c'est qu'avec les nouvelles, the new targeting methods, the new distribution models online,
we can replicate what the broker is doing offline, right? Online at very, very low cost, right? And we're in the volume business, right? Donc, vous vous adressez aux assureurs pour offrir une solution simple aux clients. Fait que pour commencer, ce qu'on fait, c'est que notre premier consommateur, c'est les assureurs. Fait qu'on permet aux assureurs de vendre en ligne. C'est quelque chose qu'ils sont prêts à faire aujourd'hui pour plusieurs raisons. Puis on permet aux assureurs de vendre en ligne sans la prise de sang, sans examens médicaux. Fait que typiquement, quand tu achètes une assurance vie, tu rencontres un broker, ou 2 ou 3 ou 4, tu connais que tu en as un que tu fais confiance. Après ça, cette personne-là, tu comprends combien d'assurance tu as besoin. Une fois que tu dis « OK, je vais acheter ce produit-là », là, il y a une infirmière qui vient chez vous, il te pique dans le bras, tu te fais pipi dans le pot, ça part dans un espèce de black box, tu n'as aucune idée de ce qui se passe, ça dure 2 mois, puis if you're lucky, you're good. Nous autres, dans le fond, avec notre solution, dans 5 minutes, tu peux acheter l'assurance vie en ligne seul, 100% seul en tant que consommateur ou avec l'aide d'un broker si tu veux. Fait qu'à any moment in the funnel, you can ask for help. J'ai l'impression que c'est assez compliqué comme produit, une assurance vie. Est-ce que vraiment vous vulgarisez, vous simplifiez ça au point où c'est facile à comprendre? Qu'est-ce qui fait la différence? Fait que ça, c'est partie numéro 2. Right? Fait que si on repart à le modèle de distribution ne marche pas, right? Fait que il y a plein de monde sur la planète qui n'ont pas de broker qui viennent leur parler. Fait que nous, on leur offre une façon d'acheter de l'assurance vie seul à travers nos partenaires qui sont les compagnies d'assurance. En parallèle à ça, on est en train de bâtir une plateforme d'éducation. Ça, c'est ce que le broker fait. Right? Quand tu rencontres un broker, il te fait comprendre qu'est-ce que tu as besoin, pourquoi tu en as besoin, puis tout ça. Fait que la deuxième partie de notre stratégie, c'est de bâtir une plateforme média that's focused on life events. Fait que l'assurance vie, c'est acheté quand il y a un événement marquant dans ta vie. Right? Fait que ton premier enfant, ta première maison, tu te maries, c'est des éléments qui font en sorte que you're accountable for someone else and you feel that you need life insurance. On est en train de bâtir une plateforme média autour de tout ça, faire comprendre aux gens qui ont besoin d'assurance vie, nurture them, build the trust. Puis quand ils seront rendus à un moment dans leur vie où ils ont besoin d'assurance vie, ils vont nous connaître, ils vont connaître nos partenaires, puis ils vont acheter des produits en ligne avec nous. Est-ce qu'il y a des règles qui encadrent ce secteur-là? Parce que j'imagine que tu ne peux pas t'improviser vendeur d'assurance sur le C'est vraiment compliqué. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une partie de l'affaire que vous devez simplifier, j'imagine? Oui, bien, il faut qu'on ait une licence, ultimement. Fait qu'en ce moment, c'est comme... on a fait beaucoup de choses, mais quand tu regardes, mettons, notre site web, it's very cryptic, tu ne sais pas trop ce qu'on fait. La raison principale, c'est parce qu'on n'a pas de licence encore. Fait que là, on bâtit du contenu, mais on ne parle pas spécifiquement de planification financière ou d'assurance vie ou quoi que ce soit parce qu'on n'est pas licencié. On est dans le processus de le faire. Ça devrait être fait dans le prochain mois et demi. À partir de ce moment-là, on va pouvoir être plus concret sur... On va pouvoir donner des conseils puis pouvoir parler dans l'information. Ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une... Moi, l'affaire que ça me prendrait en plus de ça, c'est la possibilité de faire un testament automatiquement en lien avec l'assurance vie. Parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est que sur les travailleurs autonomes, on n'y pense pas, mais ça ne vient pas avec, il n'y a personne qui nous dirige vers ça. Et puis de faire ça de façon... Ça aussi, c'est un truc qu'il faut aller voir un notaire pour faire signaler, puis ça vient un peu en lien avec l'assurance vie, parce qu'on passe à tout ça en même temps. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que vous pourriez prendre l'expansion éventuellement au Pour l'instant, on ne fait pas ça, mais tu connais-tu Tomorrow? Non. Si tu checkeras Tomorrow, c'est quelqu'un qui est dans notre space, c'est ça qu'ils font. OK. Les autres, ce qu'ils font, leur modèle, c'est on va donner des testaments. Et une fois qu'on aura donné le testament, on va essayer de convertir les gens en assurance. Ah oui, OK. I think it's a bit of a stretch. Ça pourrait fonctionner dans l'autre sens, en fait. Mais c'est connexe à ce qu'on fait. On regarde ce qu'ils font, surtout aux États-Unis. Est-ce que vous êtes live en ce moment? Vous en êtes tout dans le développement? Oui, fait que là, notre plateforme de médias est live sur breathelife.com, mais comme je disais, il n'y a pas de conseils financiers encore. Mais on est live en ce moment avec une des grandes banques canadiennes. Fait que si tu vas sur leur site, tu peux acheter l'assurance vie en dedans de 5 minutes. C'est live, on est live depuis le 15 février. OK. Puis ça va super bien. On génère du vrai revenu, ce qui est rafraîchissant pour une startup qui a juste 6 mois. Ça, c'est bon. Puis on a surpassé toutes nos attentes. C'est quand même un stretch. C'est vraiment un produit typiquement qui est vendu, qui n'est pas acheté. Oui. Fait que on est pas mal content. Puis tu sais, c'est pas le genre de produit que tu te lèves un matin et tu te dis « Hey, c'est aujourd'hui que j'achète de l'assurance vie. » C'est ça. Fait que c'est quand même un gros... C'est ça. C'est quand même un gros défi. Par contre, une fois que tu as... It's the ultimate subscription model. Tu sais, from a business perspective... Ben, c'est sûr qu'une fois qu'on souscrit à une assurance vie... on va être payé pendant... Non, on va être payé pendant 10, 15, 20, 25 ans. Fait que, from a venture capital standpoint, c'est vraiment intéressant parce qu'on a du vrai revenu, compounding revenue.
C'est vrai qu'on parle de start-up. Est-ce que vous avez une idée d'où vous voulez aller avec ça? Est-ce que vous voulez grossir, puis rester indépendant ou si vous voyez des liens avec d'autres compagnies d'assurance? Bien, en ce moment, dans notre stratégie, c'est de travailler avec des compagnies d'assurance. Pour l'instant, on essaie de lancer d'autres produits d'assurance avec d'autres carriers. On est principalement au Canada en ce moment. Ben, on est juste au Canada en ce moment. Mais on a des discussions aux États-Unis qui sont très avancées aussi. On devrait être aux États-Unis en Q4. Puis aux États-Unis, c'est un marché, c'est comme le Far West. Il y a genre 4000 compagnies d'assurance. Oui, l'assurance là-bas, c'est incroyable. Ouais. Puis tu sais, il y a beaucoup de règlements, legislation, des choses de ce genre-là. C'est vraiment difficile aux États-Unis. Ça va être vraiment complexe, mais ultimement, l'objectif, c'est d'être partout en Amérique du Nord. OK. Fait que première étape, on travaille avec les assureurs. Deuxième étape, on conseille les gens lesquels acheter. Troisième étape, on pourrait devenir ce qu'on appelle un third-party administrator. OK. Ce qui veut dire qu'on pourrait lancer notre propre produit d'assurance. Wow, OK. Et si on fait ça, là, ça devient vraiment intéressant parce que là, on prend une grosse partie du profit. T'sais. Fait que toute l'administration, en ce moment, va chez les assureurs. Là, à partir de ce moment-là, nous, on peut prendre tout ce cash. Ça prend une grosse capitalisation pour offrir un produit d'assurance soi-même? On ne serait pas une assurance. On aurait un produit d'assurance en collaboration avec un assureur. L'assureur assume cette partie-là. Et nous, on a un produit qui s'appelle Breathe Life, qui peut être un produit complètement révolutionnaire, qui est adapté aux milléniaux, qui est fait pour être acheté en ligne, qui n'est pas le produit qui est designé pour nos parents. Fait que là, ça devient vraiment intéressant. On peut s'abonner sur son téléphone. Une assurance vie à même le téléphone. La majorité de nos ventes en ce moment sont sur le téléphone. Ah, c'est fou. C'est vraiment un changement. Il y a vraiment un changement. C'est générationnel. Là, c'est comme tu le dis, c'est les jeunes qui sont... Si je peux le faire sur mon mobile, je vais le faire sur mon mobile. Fait que là, nous, l'opportunité... Je me rappelle, Emma Williams qui travaillait ici avant, je l'ai engagée, c'est la première personne qu'on a engagée. Ah oui? La première fois que j'ai parlé de ce que je faisais, elle était comme... Tu fais de l'assurance, comme ça peut paraître vraiment poche. Ben c'est froid puis ça a l'air distant. Mais l'objectif, c'est justement de changer ça. C'est ça l'opportunité. Si tu vas sur notre site Breathe Life, it feels young, it feels fresh, it feels transparent. C'est l'opportunité de vraiment révolutionner une industrie qui est ultra plate, qui n'a pas changé. Puis, Breathe Life, c'est quoi l'adresse du site? .com. Breathe Life, est-ce qu'il y a l'application? Ou c'est mobile sur le site web? C'est sur le site web, breathelife.com. Bon, ben si vous avez besoin d'une assurance vie, et vous avez besoin d'une assurance vie, c'est une option à considérer, Breathe Life. Merci Yann, merci d'être venu. Tu continues à suivre Thunder Fuel? Oui, absolument. Je suis encore actif comme mentor. Justement, j'ai rencontré des compagnies la semaine passée. OK. C'est une bonne cohorte cette année? Oui, ça va être bon. C'est bon. Cool. Ben, merci. On va suivre ça. On va en reparler, c'est sûr. Peut-être que tu pourras venir nous reparler de ça. Mais excellent. C'est une des belles choses dans la scène à Montréal, c'est vraiment Thunder Fuel. Donc, je suis content que tu aies permis de partir ça. Puis c'est le fun que tu t'impliques en fait. Merci beaucoup de ton implication aussi. All right. Salut. Good job. C'est fou pareil parce que InsurTech, FinTech, MarTech, MedTech, évidemment, ce sont toutes des expressions anglophones, mais ça donne une idée de où on en est rendu avec la technologie, les nouvelles technologies, parce qu'il y a vraiment tous les créneaux, comme le disait Yann tout à l'heure, qui ont des modèles d'affaires de 50, 60, 70 ans qui n'ont pas changé, qui n'ont pas évolué, ont besoin d'être revus, puis c'est ce qu'on voit, il y a des gens qui viennent et qui les revoient. Puis souvent, c'est aussi simple que d'offrir la même chose, mais en version adaptée aux habitudes des consommateurs en 2018, c'est-à-dire sur une plateforme web, sur une plateforme mobile adaptative. Juste pour rendre la chose plus simple, pour simplifier, pour vulgariser aussi, parce que c'est banal, mais l'assurance vie, ça arrive dans nos vies. Ça arrive généralement qu'on achète une maison ou on a un enfant, puis honnêtement, on n'est pas nécessairement prêt à le faire. Donc, un service qui vulgarise et qui permet, qui facilite de faire le bon choix, je pense qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Puis c'est intéressant, Alain, ce que tu dis, juste pour faire, en guillemets, un suivi là-dessus, on reprend la balle. Tu vois, Yann nous a parlé de Breathe Life, qui est financé par Diagramme, mais il y a une nouvelle firme aussi qui vient de se bâtir, qui est aussi financée par le groupe Diagramme, qui s'appelle Nesto, qui est un truc pour prendre des hypothèques en ligne. Ah oui. Donc, voilà. tu vois. Tu vois, quand on achète une hypothèque à la banque, ils nous poussent une assurance vie comme dans la gorge, qui n'est pas nécessaire, mais qui est souvent prise par l'acheteur parce qu'on n'a pas vraiment le temps de regarder tout ça. Donc, tu vois, Nesto, Breathe Life, pouf, solution complète. Et voilà. C'est beau la technologie. Tout à fait. Merci Yann. Merci Yann. Il y avait cette semaine, donc, et je pense que c'est encore aujourd'hui, mais ça a commencé lundi avec la fameuse keynote d'Apple, le Worldwide Conference, Developers Conference. Ils ont une expression chez Apple, ils appellent ça le dub parce qu'ils sont pas capables de dire WWDC au complet. Fait que le W devient un dub. Fait que c'est un dub. Dub on DC. est cool, on dit dub DC.
Bref, conférence développeurs, une des grosses. On a eu Google I.O. il y a quelques semaines. Il y avait Microsoft qui a fait Build il y a un petit peu plus tôt, ça aussi. On en a moins entendu parler parce qu'évidemment, Apple rayonne toujours un petit peu plus dans le développement d'applications de ce genre de projet-là. Ils ont présenté la prochaine génération de leur logiciel pour leurs appareils iOS, macOS, watchOS, tvOS. Ils n'ont pas parlé beaucoup du HomePod. Non. Ils ont un peu parlé de Siri. J'étais sur place, j'ai vu 2-3 affaires, mais je serais curieux de savoir tes impressions, toi qui as assisté à ça à distance. Oui. Comment tu as vu ça? Qu'est-ce que tu en penses? Bien, tu vois, historiquement, Alain, puis je pense que tu le sais, le WWDC était le lieu de présentation aussi des nouveaux produits Apple. Puis d'entrée de jeu, ce que Tim Cook a dit aujourd'hui, c'est juste du logiciel. On ne vous présente pas de nouveaux appareils et tout. La présentation initiale du iPhone par Steve Jobs avait été faite au WWDC. Il y a eu beaucoup de présentations là-dessus. Fait que là, on a assisté juste à du logiciel. De mon côté, il y a des choses que j'ai trouvées assez intéressantes. Si on commence par macOS, je ne sais pas c'est quoi la frénésie d'avoir macOS en mode foncé. Là. Je pense que ça, c'est la nouvelle tendance, la nouvelle vague. Ils ont vraiment insisté là-dessus en plus. Oui, la nouvelle tendance foncée, c'est foncé. OK, bon, c'est intéressant. Je ne sais pas si c'est vraiment une innovation. Ce que j'ai compris, c'est qu'au niveau des développeurs qui utilisent macOS pour faire des applications, la fenêtre de codage, l'outil de codage, Xcode, tout ça, est en fond noir. Donc, ça permet d'agencer le fond de l'écran avec l'application des développeurs. Dans macOS, il y a aussi maintenant le fond d'écran à l'arrière. Parce que ça va être la prochaine version de macOS, va s'appeler Mojave. Comme le désert californien. Et puis, le fond d'écran, c'est une grosse dune qui change de couleur au long de la journée dans votre écran. Donc, il rend ça un peu plus actif. Fait que la photo de votre chien ou de votre chat sur fond d'écran, Apple la déconseille parce qu'ils ont un fond d'écran animé. Donc, il va peut-être changer de couleur à mesure que la journée avance. Peut-être qu'ils vont faire ça pour les chats aussi. Oui, les chats. Ça serait assez viral. Ça serait bon. Je pense que ça serait intéressant. Mais ce que j'ai remarqué surtout à haut niveau, c'est que la plateforme Mac, en tant qu'ancien développeur, on voyait que la plateforme Mac était peut-être un peu délaissée par Apple. Là, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'énergie qui est mise là-dedans. Ils vont faire une refonte du magasin du macOS. Donc ça, c'est intéressant. Puis il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Donc on voit qu'Apple se dise « Ah, ben là, on va pousser un petit peu plus sur macOS » sans mettre toutes les billes sur la plateforme iOS. Ils ont présenté aussi, parce qu'ils ont présenté un peu côte à côte iOS et macOS, qui sont des logiciels, des plateformes en fait qui ne sont pas nécessairement compatibles dans le sens où les deux ne vont pas fusionner. Ça a clairement été dit, il n'y aura pas un seul système intégrant macOS et iOS. Par contre, ils ont intégré certains outils, certains éléments de la plateforme iOS à macOS pour permettre d'utiliser des applications, ou en fait de décliner des applications mobiles pour le Mac. Qui est une bonne idée. En réalité, c'est une très bonne idée parce que en tant que développeur, lorsque tu fais une application pour macOS, puis tu en fais une ensuite pour l'iPhone, pour iOS, il y a beaucoup de changements. Les paradigmes ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut que tu changes. Puis le but, c'est être un peu uniforme sur l'ensemble des plateformes Apple sans être obligé d'investir 100% de ton temps dans chacune des plateformes. Fait que ce qu'ils ont dit à la conférence WWDC, c'est qu'ils avaient eux-mêmes construit cette librairie-là. Puis ils avaient extrait des applications iOS pour les mettre sur macOS. Notamment, il y avait Home qui était là-dessus, News, l'application de stock. Donc, à l'interne, ils utilisent cette technologie-là et ils annoncent la disponibilité de la technologie pour l'année prochaine. Donc, sûrement à WWDC 2019. Ça sera disponible pour les développeurs. Je sais qu'il y avait des rumeurs qu'il allait peut-être avoir un nouveau MacBook présenté, puis ça n'a finalement pas eu lieu. Quand ils ont présenté macOS, j'ai demandé à des développeurs, un porte-parole en fait d'Apple, est-ce que ça ouvre la voie à un éventuel MacBook à écran tactile? Et il n'a pas dit non. Généralement, chez Apple, quand on pose une question comme ça, qui est hors de leur cadre intellectuel, la réponse c'est « je ne peux pas donner de commentaires » et ça vient vraiment souvent. Et là, dans ce cas-ci, ils n'ont pas dit non, ils ont dit « ça nous permet de penser à de nouveaux modèles matériels ». Tu vois, Alain, c'est un excellent point ce que tu amènes. Rappelle-toi, avant qu'Apple lance le iPad, Steve Jobs disait « il n'y a personne qui en veut des tablettes, c'est inutile, ça ne rentre pas dans notre poche arrière ». Puis à l'interne, c'est certains qui travaillent là-dessus depuis longtemps, puis ils l'ont sorti, puis c'est extrêmement
payant pour eux. C'est vraiment un produit hautement populaire. Absolument. Donc, moi, je pense qu'à l'interne, c'est sûr qu'ils travaillent là-dessus. Ça, c'est Ton opinion? mon opinion qui vaut 2 sous en réalité. Mais je suis convaincu qu'ils travaillent là-dessus, puis qu'il n'est pas encore assez parfait à leurs yeux pour le sortir, mais je suis convaincu que ça sera. Absolument. En tout cas, si jamais, et on vous le dit, vous l'avez entendu ici en premier, s'il y a un MacBook à écran tactile qui sort prochainement chez Apple, Une tasse de tech, le scoopé. vous l'aurez su à une tasse de thé Tout à fait. au café aussi. Oui. Donc, prenez des notes. Prenez des notes. Mac, iOS, il y a eu une petite nouveauté spécifiquement canadienne du côté de l'Apple TV. tvOS, c'est le système, dans le fond, qui fait fonctionner l'Apple TV. Ils sont rendus avec un Apple TV 4K avec HDR, donc ça vous prend, je vous le dis en passant, si vous voulez faire fonctionner ça chez vous avec un téléviseur 4K, ça prend le bon câble HDMI, parce que c'est pas apparent comme ça, mais il y a différents grades de câbles. Et puis la nouveauté, c'est qu'ils ont maintenant du support en direct sur l'interface, intégré même à l'interface d'Apple TV via l'application TV, qui est l'application qu'on trouve aussi sur iPhone et sur iPad. Du support en direct qui est tiré, enfin, qui provient des applications sportives de la plupart des grands joueurs au Canada. D'ailleurs, hier, RDS a annoncé un service exclusivement numérique à 25 $ par mois pour avoir accès au contenu de RDS. Est-ce qu'on va avoir l'accès à Vidéotron? Pas Vidéotron, non, parce que ce n'est pas partenaire, mais Bell était déjà partenaire quand même d'assez près avec Apple, donc RDS appartenant à Bell, ça facilite un peu ce maillage-là. Évidemment, TSN, le RDS anglophone, fait aussi partie de l'affaire. Sportsnet, une application qui se prononce en fait DAZN, qui s'appelle DAZN. Moi, j'appelle ça DAZN, donc chacun son truc. Bref, l'application de sport spécialisée DAZN est intégrée aussi parce qu'elle est offerte au Canada. Donc ça, c'est tout le sport qui n'est pas le sport qu'on regarde grand public. C'est un peu banal à dire comme ça. Mais ils intègrent aussi le soccer de la MLS, mais la NFL, le rugby, c'est sport plus niché. Tout comme le fait Fubo.tv, qui est un autre service aussi. Exactement. Donc tout ça va être intégré directement à l'interface d'Apple TV. Et l'offre canadienne est la plus complète en sport en direct au monde, parce que même aux États-Unis, ils n'ont pas tout à fait le même niveau d'intégration. J'ai même trouvé de l'information sur la CFL, la LCF, excusez-moi, en français, donc la Ligue de Canadienne de football et les Alouettes, ce qui est comme difficile quand même en termes pour aller chercher ça de façon numérique sur le web. Donc, écoute, ils font une belle offensive de ce côté-là. Il y a aussi des nouveaux fournisseurs de services de nouvelles en direct, donc la télé en direct sur Apple TV. Il y a quelque chose qui est en train de se passer là pour se différencier de Roku et des autres plateformes. Parlons de la montre, Alain. C'est exactement ce que j'allais dire. Dernier élément, WatchOS, donc ce qui anime la montre. Il y a eu quelques petites nouveautés sur WatchOS 5. C'est drôle parce que ça fait 3 ans que la montre existe et déjà on est rendu à la 5e génération. Moi, je veux le walkie-talkie, c'est le seul truc. Et la grosse affaire, c'est l'option walkie-talkie, ce qui me rappelle les téléphones push-to-talk il y a comme une dizaine d'années. Oui. Et qui est exclusif à la montre. Donc c'est... en fait, c'est un espèce de gros bouton jaune qui apparaît et là, on appuie et c'est vraiment bip bip. Là, on peut dire quelque chose, on lâche le bouton et l'autre personne peut répondre comme un walkie-talkie, comme dans le temps. C'est un walkie-talkie qui est quand même très coûteux. Là. Ben, écoute, la présentation, c'est papa et fiston du camping dans la cour, papa est dans la maison, il s'envoie des messages. Maman parle avec sa fille. Le problème, c'est que ça prend une Apple Watch. Ah, ça, je suis pas au courant de ça, tu vois. des poignets. Parce que j'en ai pas encore, mais là, avec le walkie-talkie... ça va être un peu... tu vas être obligé de remédier au problème bientôt. Il faut qu'on se tweet des affaires. Oui, tout à fait. Le problème, c'est que ça prend une Apple Watch par personne. Et pour avoir une Apple Watch au poignet, il faut la jumeler. Pour l'activer, en fait, il faut la jumeler à un iPhone. Donc, ça prend un iPhone par personne et une Apple Watch par personne. Donc, on s'en sort pas en bas de 1 500 $ par personne. Pour faire du walkie-talkie. Et des walkie-talkies, ça en trouve à 20 $ qui font du très bon travail. Oui. Donc, c'est peut-être pas le truc le plus... c'est une belle fonction, mais j'espère que ça vous fera pas dépenser 3 000 $ pour avoir un walkie-talkie. Si jamais vous faites ça, appelez-moi, je vais vous en vendre moi, pour la moitié du prix, il n'y a pas de problème. Ils vont fonctionner jusqu'au parc en bas de la rue. Là, On va se partir un site de commerce électronique pour vendre des walkie-talkies. Il n'y a pas de problème, vous m'appellerez. On n'a pas parlé tantôt dans WatchOS, dans iOS, mais il y a aussi un lien avec WatchOS, c'est la fonction message et FaceTime. On peut faire des appels vidéo, évidemment, sur iPhone, sur mais iPad. groupés maintenant. Exactement. Donc, Apple arrive en 2018. En fait, ils arrivent en 2012 parce que je pense que c'est à ce moment-là que Skype a lancé les appels de groupe.
C'est un peu plus joli, je vais vous dire, sur FaceTime, sur les produits Apple, parce que il y a une certaine logique, il y a une priorisation en fait des fenêtres qui sont quasiment des bulles. Oui, les gens qui parlent, je pense que les fenêtres grossissent automatiquement. Et ça intègre aussi les emojis, ça intègre les avatars qu'on peut créer, parce qu'on peut désormais créer son propre avatar. Le Memoji, iPhone 10, le Memoji, qui est très 2018 comme technologie, mais bon, ça permet donc de parler et d'avoir en surimpression de son visage un émoticône ou bien son propre avatar, donc si on veut se cacher derrière quelque chose, tout en ayant une conférence à plusieurs, bref, jusqu'à 32 personnes, ça permet de le faire. Le fonctionnement est assez simple, on s'entend, c'est axé consommateur, c'est pas un service pour entreprise, il n'y a pas de conférence vidéo professionnelle là-dedans, mais ça peut le devenir pour dépanner, parce que de toute façon, c'est gratuit sur les produits Apple, donc c'est moins compliqué peut-être que de payer pour des services sophistiqués. Essaie de coordonner une vidéoconférence avec 32 personnes, on a déjà de la difficulté à coordonner ça avec 4 personnes. Ils ont essayé un peu de s'attaquer à ça, mais effectivement, 32, c'est un gros chiffre, juste pour dire, regarde, on peut vraiment... On peut faire 32, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va utiliser 32, c'est une autre question. Donc, c'était à peu près ça, les nouveautés. Vous voyez, c'est des petites nouveautés, des petites améliorations sur chacun des produits Apple. J'ai hâte de voir si ça va permettre de relancer les ventes d'iPad, entre autres. Alain, juste un truc sur iOS, puis je pense que Google aussi fait le même genre de démarche. C'est maintenant, ils s'attaquent aux gens qui sont accros de l'utilisation de leur téléphone. Sur iOS. Vrai, ben oui. Fait que tu vois, tu peux maintenant mettre un temps limite sur une application, puis si ça fait 1 heure que tu fais du Twitter, ça te dit ben là ça fait 1 heure, il faut t'arrêter. Il y a des rapports qui te disent combien de temps tu passes sur quelle application. Donc je pense que les gros joueurs comprennent que c'est une problématique, puis mettre des trucs de l'avant pour tenter de réduire notre temps à regarder toujours notre téléphone. Ils assument une certaine responsabilité. Puis dans le cas des nouveautés d'Apple, c'est que cette fonction-là de gestion du temps d'écran peut être gérée d'un seul appareil pour l'ensemble d'un groupe familial. Évidemment que ça fonctionne avec les comptes iCloud, donc il faut créer une famille sur iCloud. Oh, c'est mon fils qui n'aimera pas ça. Là. Ben là, voilà, si les enfants ont des appareils, si vous voulez limiter le temps qu'ils passent sur leur appareil en général ou une application spécifique, il y a possibilité de le faire. Il y a possibilité aussi de réagir parce que si l'enfant est barré et veut du temps quand même, il peut vous envoyer une alerte. Là, vous pouvez rajouter 15 minutes, 1 heure. Vous pouvez aller très loin dans le granulaire de l'affaire. Donc, il y a possibilité vraiment de gérer ça. Intéressant. C'est une belle intégration pour gérer le temps d'écran de soi-même, mais aussi pour la famille. C'est quand même pas bête. Je vais juste ajouter un truc, on parlait de responsabilité des grandes compagnies. Sur macOS, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais Safari a aussi une nouvelle mécanique, en fait, un outil de blocage du suivi des régies publicitaires en ligne. Et c'est pas nécessairement le suivi simple et banal de témoins, de fichiers témoins, les fameux cookies. Là. Ça va au-delà de ça, parce que quand on accède à un site web, notre ordinateur envoie un certain nombre d'informations qui permet de retracer ensuite cet appareil-là ailleurs, qui n'est pas de l'information spécifique à la publicité, mais qui permet justement aux régies un peu plus sophistiquées de suivre l'utilisateur, même si... Ce qui appelait comme une empreinte digitale des appareils que tu utilises. Exactement. Donc, Safari, le furteur d'Apple, va désormais brouiller cette piste-là pour rendre la tâche plus compliquée aux annonceurs, ce qui est probablement une bonne affaire pour les internautes un peu qui veulent protéger leur vie privée, et ce qui positionne Safari comme le furteur sécurisé là, par rapport à Chrome, Firefox, Edge et tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un mouvement dans ce sens-là dans les furteurs, parce que Chrome intègre désormais un bloqueur publicitaire. Firefox s'est associé avec Tor, The Onion Router, pour anonymiser ses séances en ligne. Donc, il y a vraiment un mouvement de ce côté-là. J'ai hâte de voir comment le domaine publicitaire va réagir à ce niveau. Effectivement, parce qu'il y a énormément de revenus qui sortent justement des publicités qui sont affichées aux internautes. Puis, cas d'utilisation, vous allez vous magasiner sur un site de commerce en ligne. Après ça, vous allez ailleurs, tout à coup, c'est juste des publicités, des souliers que vous avez vus ou des chandails, etc. Là, je suis un peu déçu. Il n'y a pas eu de musique à la fin. Il n'y a pas eu de YouTube à la fin. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas eu de band. La séance musicale. Ils ont toujours une conférence à thématique musicale vers la fin de l'été, au début de l'automne. Peut-être que ça va être à ce moment-là. Fait qu'Alain, en tant que journaliste, ton appréciation de WWDC, haut, moyen, bas? C'est une belle conférence. Évidemment, il n'y a pas eu de matériel, il n'y a pas eu d'effet wow parce que c'était très spécifique. Mais les nouveautés sont intéressantes d'un point de vue consommateur. On sent que des fois, il faut vraiment que les grandes compagnies raffinent leurs produits. Puis Apple l'a dit il y a 2 ans, donc il était temps qu'ils livrent un peu. On veut vraiment rendre la plateforme plus intelligente, plus stable, dans le sens où
mieux ficelé, en fait. C'est vraiment juste ça. Puis ils ont fait une belle progression dans ce sens-là. J'ai hâte de voir. Il va falloir essayer les logiciels quand ils vont être mis à marcher au courant de l'automne ou l'année prochaine pour voir ça nous mène où. Puis écoute, si jamais il y a un MacBook écran tactile, on aura l'occasion de s'en reparler. Ça va être intéressant de voir la suite. Allez, je regardais si on avait eu des questions. Je ne vois pas de questions probantes sur Twitter. Donc, n'hésitez pas, si vous regardez le show en direct, envoyez-nous vos questions en utilisant le mot-clic Une tasse de tech. Une tasse de tech. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Tout d'un beau, évidemment. Éventuellement, là, on aimerait ça prendre les conversations pour interagir avec l'audience. Donc, si vous êtes sur Twitter, même sur Facebook, envoyez-nous des messages, on va essayer de répondre. On va ouvrir le chat sur YouTube aussi. Je suis pas sûr que je l'ai ouvert sur celle-là. Ah, peut-être pas, si non? vous voulez commenter, là, ça serait le fun parce qu'on pourrait réagir. Ça fait des questions pour les invités, des remarques sur ce qu'on dit. Moi, je parle vite, je parle beaucoup. Fait que des fois, peut-être que j'oublie des morceaux, peut-être que ça mérite d'être mentionné. N'hésitez pas. # une tasse de tech. Ou même, venez vous asseoir au Café Osmo, vous devez l'entendre. Il y a du monde, il y a de la place. Et c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est de faire une balado informelle, interactive. Donc, venez nous voir, que ce soit en personne ou virtuellement. Café Osmo, # une tasse de tech. Et on vous laisse y penser parce que c'est la fin pour nous. Bon, remercie nos commanditaires. C'est une grosse semaine. Merci beaucoup. Café Osmo, Fondation Osmo, Maison Notman, au cœur de Montréal. Écoute, c'est une belle place. On apprécie, les divans sont confortables. Oui, tout à fait. Je pense que je vais rester ici toute la matinée. Ah, ben voilà. Faire mon travail ici. Bien, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis, on vous revient la semaine prochaine, à la même heure. Café Osmo. La semaine prochaine, on reçoit Sylvain Carle, une autre personne assez importante dans le domaine de la start-up. J'allais dire une autre Bible techno de Montréal, mais oui. Quelqu'un qui effectivement qui a beaucoup de bagages, qui connaît aussi bien la Silicon Valley, va nous parler de la scène montréalaise encore une fois. Je vais vous présenter un téléphone parce que c'est la folie ces temps-ci, il en sort un par jour. J'ai le LG G7 Think avec un gros Q, mais je pense qu'il faut le dire ThinQ, mais je ne suis pas sûr. Je vais avoir la réponse pour vous la semaine prochaine. Un téléphone qui intègre une commande vocale qui s'appelle l'assistant Google. Donc LG fait l'inverse de Samsung et utilise une commande vocale qui existe déjà. Et pour les gens qui veulent avoir un appareil justement à la maison, une enceinte connectée ou quelque chose comme ça, LG positionne son téléphone comme une alternative abordable parce que ça vous prend un téléphone, donc vous avez déjà le téléphone et vous pouvez lui parler même si vous êtes loin de l'appareil dans la pièce. Donc pas besoin d'avoir un Google Home. Donc on en reparle la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci si on a une télé, juste dire, si on a une télé, je vous présenterai mon application de la semaine. Ça nous prend un support visuel. Donc, bon point. D'ailleurs, on va essayer d'avoir du support visuel justement pour avoir un peu plus d'interaction. Espérons-le la semaine prochaine. Espérons-le. On se croise les doigts. On met un peu de pression. On va voir ce que ça nous mène. Merci. Et puis, on a des belles tasses. Le problème avec ces tasses-là, c'est qu'il n'y a rien dedans. Ils sont vides. Oui. Là, il est l'heure d'aller chercher un café. Il est l'heure du café. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Bonne fin de semaine. On se voit la semaine prochaine. Merci. Merci, Alain.